Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis d'être présents aujourd'hui avec vous pour vous parler du design digital chez Decathlon et pour vous raconter comment on est passé de 20 à 120 designers en à peu près 9 mois. Alors d'abord, en introduction, un petit mot sur Decathlon. Donc on est une société française qui est maintenant présente dans plus de 70 pays. Notre mission, c'est de rendre les bénéfices et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre, tout en préservant notre planète. Ça, c'est le cœur de notre nouvelle stratégie et c'est super important. Alors peut-être avant de vous en dire plus sur Decathlon, est-ce que déjà dans la salle, il y en a qui connaissent Decathlon? Levez la main, est-ce que vous avez déjà mis un pied dans un magasin Decathlon? On est rassurés. Ok, ça va mieux. Non, généralement, alors, on estime qu'on est à peu près 500 millions d'utilisateurs de nos produits. Donc si je pose cette question, j'ai des fortes probabilités pour que vous leviez la main, et heureusement. Par contre, ce que vous connaissez peut-être un peu moins de Decathlon, c'est ce qu'on peut faire sur le digital. Alors en introduction, il a spoilé, on n'est pas loin des 200 produits digitaux chez Decat. C'est pas juste du e-commerce en fait, on est présent sur toute la pratique sportive, que ce soit avant la découverte du sport, pendant la pratique pour de l'accompagnement et même après pour de la seconde vie, de l'occasion, de la location, etc. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir en tant que client. Et après, il y a tout ce que vous ne voyez pas chez nous. On a aussi plein de choses, par exemple pour la value chain, tous nos outils logistiques. On a des outils à destination des designers pour concevoir les produits. On a des outils pour nos vendeurs en magasin. Bref, plein de choses qui sont faites chez nous, fait maison. Donc au total, on n'est pas loin des 2600 collaborateurs sur le digital. Ça peut être des PM, des ingénieurs, des data scientists, experts en cybersécurité, plein de profils, dont les designers. Et c'est ça qui va du coup nous intéresser aujourd'hui. Le design digital chez Decathlon, c'est quand même assez récent. Pour vous raconter l'histoire, on remonte en 2022. À ce moment-là, on était à peu près à 20-30 product designers, researchers, ce qui est peu. On était clairement sous-staffés par rapport au nombre de produits dont je viens de vous parler. Et c'était surtout en fait, des designers qui travaillaient isolés, en fait, sur des bouts d'expérience. Donc ça veut dire qu'on arrivait à des expériences qui étaient très fragmentées. On n'avait pas de vision commune, on n'avait pas d'objectifs partagés, pas de référentiel. En fait, aucune structure, que ce soit globale ou transverse. Par contre, ce qui est quand même important de dire, c'est qu'en 2022, les quelques designers qui étaient là, ils étaient très compétents. Et honnêtement, il faut le reconnaître, ils avaient une vraie motivation à faire grandir le design digital chez Decathlon. Ils faisaient preuve de beaucoup d'initiatives. Ils ont mis quand même en place un certain nombre de choses. À ce moment-là, on avait un design system qui était là depuis 1 an et demi, 2 ans, qui essayait en fait, tant bien que mal, de créer du lien entre les équipes, de mettre en place des choses, de créer de l'homogénéité petit à petit. Donc voilà un petit peu le contexte. Il y avait plein de choses qui démarraient petit à petit, lentement, plein d'initiatives isolées. Et on avait vraiment besoin d'accélérer et on avait vraiment besoin de se structurer pour aller plus loin en fait. Et c'est dans ce contexte-là que toi, Thomas, tu nous as rejoint chez Decat. Oui, exactement. Et alors, moi, quand je suis arrivé, c'est avec le mandat justement de faire en sorte qu'on passe d'expériences fragmentées à des expériences plus omnicanales, vraiment un peu plus globales, aussi à des expériences en lien avec l'international. Et voilà ce qui s'est passé pour moi le premier jour. Quand je suis arrivé chez Decathlon, j'ai reçu 167 mails en lien avec le recrutement. Donc je vous avouerai que j'ai passé une nuit un peu compliquée ce jour-là, parce que c'était quand même assez difficile à gérer. Alors d'un côté, je me disais, c'est super, on va pouvoir recruter plein de designers et les mettre dans plein de produits. Par contre, ça n'allait pas résoudre notre problème. Notre problème, c'est vraiment d'avoir des expériences un peu plus globales, faire en sorte qu'on ait une continuité. On va commencer une aventure sportive, on va accompagner nos utilisateurs dans cette pratique jusqu'à arriver, en fait, tout simplement après, à partager cette aventure et être responsable aussi potentiellement avec de la seconde vie, etc. Donc, j'ai passé la nuit, on s'est réunis, l'équipe design tous ensemble, et puis on s'est dit, il va falloir quand même un petit peu qu'on prenne le temps, qu'on se pose et qu'on pense un petit peu à se structurer. C'est quelque chose de très important. Et on s'est dit, finalement, on est dans une situation où, si on nous demandait de faire un marathon aujourd'hui, on nous demande de faire un marathon en 3h30. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des marathoniens et des marathoniens, mais un marathon en 3h30, ça commence à être pas mal. Ça se voit absolument pas, malheureusement, j'ai beaucoup perdu, mais j'ai fait 3 fois le marathon de New York. Et c'est extrêmement compliqué de faire un marathon. Et en fait, si on juxtapose avec la situation du design à ce moment-là, il y a beaucoup de similitudes. La première, c'est que finalement, imaginez, vous faites un marathon et vous êtes
peut ou pas entraîner. En fait, c'est dans la situation où on est, parce qu'on se scale, on n'est pas en capacité forcément à le gérer à ce moment-là. On ne sait pas à quelle vitesse il va aller, on n'a pas d'objectif de temps. On ne sait pas s'organiser par rapport à ce scale, puisque pour l'instant, il n'y avait pas de structure complète pour y arriver. Pas d'équipement, pas de plan d'entraînement, donc pas de référentiel commun au niveau du design aujourd'hui pour arriver à créer des expériences globales. Et finalement, le niveau était très disparate entre les équipes. On avait des super produits, d'autres qui étaient en train de se créer, donc on avait un petit peu des difficultés par rapport à ça. Donc au final, on avait le mandat pour y arriver, on avait les super chaussures de sport, mais derrière, on n'était pas structuré pour le faire. Et donc très clairement, on ne va pas aller bien loin dans cette situation-là, et ça va être extrêmement compliqué de faire un marathon dans cette situation-là. Très clairement. Par contre, on a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Oui, alors moi j'ai quand même une très bonne nouvelle, et il me faut le slide qui accompagne cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une vraie ambition. Et quand je dis qu'on a une vraie ambition, en fait, je veux dire que chez Decathlon, aujourd'hui, on est plutôt reconnu pour notre excellence sur le produit physique. C'est-à-dire qu'on reconnaît chez nous notre culture de l'innovation, le fait qu'on conçoit des produits avec toujours l'utilisateur en tête. Pour ça, on est très bon. Maintenant, notre ambition, c'est d'être tout aussi bon sur le digital. Et au-delà de juste transposer cette excellence, on veut être bon, mais sur toute la chaîne, en fait. On veut construire une expérience qui soit de haut niveau, de bout en bout, sur toute l'expérience de nos sportifs. Et donc, quand je dis qu'on a une réelle ambition, ça veut dire aussi que on est soutenu hiérarchiquement, ça veut dire qu'on a du budget, ça veut dire que les équipes sont motivées, je le disais tout à l'heure. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, non ? Mais pas vraiment, en fait. On n'a pas vraiment tout ce qu'il faut, en fait. Si on reprend notre image du marathon de tout à l'heure, en fait, c'est comme si on avait le ticket pour partir, on avait les sous pour s'acheter des baskets, mais en fait, il nous manque quand même encore un paquet de choses. Et ce qui nous manque, c'est déjà un objectif, avoir une organisation, avoir un équipement, un programme, des outils. Il faut qu'on se mesure, il faut qu'on s'assure que chaque semaine, on va améliorer notre temps. Et puis aussi, il faut qu'on le fasse collectivement. Parce que faire un marathon, c'est quand même beaucoup plus sympa quand on le fait avec sa famille, ses amis, que quand on le fait tout seul. Donc on a repris tous ces concepts-là et ça nous a permis de poser notre stratégie côté design. Exactement, on a transposé en fait tout simplement ce qu'on pouvait faire dans un marathon pour le réussir à notre organisation design. Alors là on prend l'exemple du marathon, mais vous avez bien compris qu'on aurait pu très bien prendre aussi l'organisation d'un produit. C'est assez similaire finalement en termes de paramètres. Qu'est-ce qu'on a mis en place? En premier lieu, on a mis en place une vision. L'objectif c'est vraiment d'avoir un cap collectivement, on va voir comment on l'a construit ce cap, et d'avoir des objectifs clairs derrière. Des objectifs en lien avec le design, donc des objectifs utilisateurs, mais des objectifs en lien avec le business aussi. Comment prouver l'impact du design? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et on va en parler longuement. On va scaler fortement parce que pour arriver à avoir des expériences de grande qualité, on va passer de 20 à 150 designers, on le sait. Donc on s'est organisé. On s'est organisé de manière globale et aussi de manière transverse, quelque chose de très important pour nous. Enfin, le sujet, c'est que pour créer des expériences de grande qualité, il faut une culture design globale, il faut que tout le monde se l'approprie et tout le monde travaille sur cette culture. Donc ça aussi, on l'a mis en place. Comme le marathon, quand vous faites un marathon, chaque semaine, vous mesurez à l'entraînement. Vous voyez si vous êtes en train d'arriver au bon chrono, vous faites bien 6 minutes au kilomètre, ou moins 5, c'est déjà pas mal, 5. Vous regardez tout ça. Nous, c'est pareil, on s'est mesuré en continu comme on ferait pour une organisation de produits. On s'est mesuré en permanence de manière globale, localement aussi, pour chacune des équipes, pour voir si on était en train d'arriver à nos objectifs. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on pivote, on essaie de s'améliorer, c'est le but. Enfin, on parle d'expériences de grande qualité, des expériences vraiment omnicanales. Derrière ça, il n'y a pas que le design. C'est une problématique produit et tech. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc en fait, on a travaillé main dans la main. Je pense notamment avec le Product Office qui est le Product Ops. Je sais qu'il y en a parmi nous qui sont là aujourd'hui. Voilà, avec toutes ces entités, avec la tech notamment, pour arriver à créer ces expériences. En premier lieu, on va parler de la vision. C'est vraiment un élément qui est essentiel. Et comme ferait une vision pour un produit, on l'a fait pour le design aussi. On a fait un état des lieux sans couture. On a regardé où on en était, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. On a regardé aussi la concurrence, bien évidemment. Au niveau du design, de manière globale, c'est important pour nous. On a pris la mission de Decathlon, qui est donc de faire ces expériences omnicanales de grande qualité et d'accompagner nos utilisateurs du début jusqu'à la fin. Et on a créé notre vision. Suite à ça, objectifs utilisateurs, des objectifs en lien avec le design, des objectifs en lien avec le business, je vais les présenter. C'est bien d'avoir une vision et des objectifs, derrière il faut un plan d'action. Donc on a priorisé un plan d'action essentiel, ce qui était vraiment ce qu'il fallait faire très rapidement pour y arriver. Et ensuite, on a mesuré globalement et localement. Ça, ce que vous voyez là, c'est la vision aujourd'hui du design chez Decathlon fin 2022. Donc c'est de concevoir des expériences qu'on appelle magiques pour tout le monde et partout, et faire en sorte d'être un partenaire sportif pour un monde
meilleurs et être en meilleure santé. Alors là, vous allez vous dire, ça y est, là, ça fait 4 minutes, ils nous ont déjà sorti la phrase bullshit, on y est. Derrière ça, en fait, il y a beaucoup de choses. Cette phrase, elle est essentielle parce qu'elle nous a permis déjà de construire un cap commun. On l'a construit avec l'ensemble des designers qui étaient présents à ce moment-là. On s'est dit, voilà, on va aller vers là, et après, on va prendre chacun de ces bouts. Alors là, on va faire la démonstration de toute la vision, hein, on va juste prendre une partie. Mais si on prend justement la partie de concevoir des expériences magiques, c'est pas de concevoir des expériences comme à Disney, hein, c'est pas l'objectif, c'est plus de se dire, on va avoir sur cette partie-là des objectifs utilisateurs, offrir une expérience singulière, de qualité, avec de l'efficacité, des KPI qui sont en lien avec ça, donc c'est un vrai OKR, hein, avec par exemple la notation au niveau des stores, est-ce qu'au niveau de la track diff on est bon, au niveau de l'index de la brand, est-ce qu'au niveau NPS et SAT on s'améliore, etc. On va avoir tous ces indicateurs qui vont être reliés aux objectifs business. Et en fait, en faisant ça, on est lié aux problématiques produits et on prouve l'impact du design. Si j'améliore mon expérience, si elle est plus singulière, de meilleure qualité, si elle est plus homogène, si elle donne de l'émotion, le panier moyen il va augmenter, si je prends l'exemple du e-commerce. Et donc on a tout fait comme ça. Ça vaut pour l'expérience, ça vaut pour l'éco-responsabilité, parce qu'il y a un sujet là-dessus chez nous, ça vaut pour tous ces sujets-là majeurs. Donc des objectifs utilisateurs en lien avec la vision et qui sont reliés à des objectifs business. Derrière ça, c'est bien, on a une vision, on a des objectifs, il va falloir mettre en place un plan d'action pour y arriver. Alors là, le plan d'action, c'est pareil. On s'est réunis très rapidement, on a priorisé ce qui était essentiel. Il y avait plein de choses qu'on aurait pu mettre en place pour améliorer nos objectifs. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire rapidement. Je vous rappelle qu'on a vu qu'on allait scaler en un an de 20 à 120 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre rapidement pour infuser, pour avoir une vraie organisation, une vraie culture. Donc on a travaillé sur les process, les outils, méthodologies, tout ça on va en reparler après. Hein. Les rituels, la collaboration et le feedback, c'est des éléments qui sont essentiels. Si on veut avoir des expériences communes, il faut qu'on ait des rituels au niveau des équipes, bien évidemment, mais entre les équipes et entre managers et experts. Déployer la vision, j'en ai pas parlé, la vision elle est globale et elle est locale. C'est-à-dire qu'elle est globale au design à Decathlon et elle est locale à l'intérieur de chaque produit de Decathlon. C'est-à-dire que chaque manager design qui a une équipe de plusieurs designers qui sont sur plusieurs produits a sa propre vision. C'est extrêmement important. Elle est en lien avec la vision globale. Et il récupère des OKR de la vision globale par rapport à son contexte. L'idée, ce n'est pas encore de sortir une vision qui est venue de l'espace, mais plus de se dire, j'ai un contexte, je vais récupérer des OKR de la vision globale pour traiter mon contexte et donc améliorer le design globalement chez Decathlon. L'organisation pour soutenir ce scale, c'est extrêmement important, à la fois global et transverse. Sabrina va vous en parler. Les parcours de carrière, élément essentiel, si on veut diffuser une culture design chez Decathlon, il faut avoir des parcours de carrière pour faire évoluer nos collaborateurs. Et c'est les faire évoluer, soit potentiellement sur le management, on va en parler, soit sur l'expertise. Et l'enjeu majeur, si on veut de l'homogénéité quand même dans le design, c'est de déployer le design système à l'échelle. Il fonctionnait déjà bien chez Decathlon, mais l'idée c'est de se dire comment on va pouvoir le déployer à l'échelle, quelles ressources on va mettre en place et surtout comment on va s'organiser pour savoir quel est le niveau du design système dans chaque équipe aujourd'hui. Donc on a mis en place ce plan d'action, et après, comme je vous disais, on a mesuré globalement et localement. Globalement, on a vérifié que ce plan d'action, il était accepté par les équipes, que les équipes étaient satisfaites de ce plan d'action. Ça, c'est quand même extrêmement important en premier lieu. Après, on a regardé sur nos indicateurs globaux s'ils s'amélioraient, c'est ce qui est aussi très intéressant. Et enfin, localement, les équipes, par leurs OKR, nous ont remonté si on était dans la bonne direction ou pas. Donc on le fait localement, globalement, et notre plan d'action vérifie s'il fonctionne bien et s'il a du sens. Maintenant qu'on a mis en place cette vision, il va falloir avoir l'organisation pour la soutenir. Exactement. Et du coup, notre organisation, on l'a pensée à 2 niveaux. Je vais rentrer dans le détail juste après. Un premier niveau au cœur des équipes et un second niveau plutôt en transverse. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur les parcours de carrière, et ça, c'est essentiel. On a travaillé sur l'onboarding, la responsabilité. Donc, responsabilité, c'est rôle et responsabilité de chacun par rapport au PM, par rapport à la tech. On a travaillé nos formations. Et tout ça, bien sûr, on l'a travaillé en itération continue. On vous le disait, on n'arrête pas de vous le dire, on va scaler. Donc ça veut dire que tout ce qu'on met en place, il faut que ce soit évolutif et que ça puisse vivre dans le temps et apprendre en s'améliorant à chaque fois. Donc pour rentrer dans le détail de cette organisation à 2 niveaux, on a d'abord des équipes qui sont transverses. Donc les équipes transverses, c'est des experts techniques. Ça va être des experts, par exemple, en research, en design system, en ops. Et eux, leur mission, c'est vraiment de créer du lien entre les équipes, de mettre en place des outils communs, des méthodologies, de permettre la cohérence au niveau global. De l'autre côté, on a les équipes qui, elles, sont au cœur des sujets, au cœur des produits, en collaboration tous les jours avec les PM, les tech et toute l'équipe, qui, eux, vont vraiment s'assurer de
de déployer cette vision, de mettre en place ces fameux OKR et finalement de faire en sorte que tout ça se déroule et que ça transparaisse dans chaque domaine, dans chaque produit. Donc les deux sont complémentaires. En termes de métier, du coup, dans les équipes, tous les designers sont animés par un Product Design Manager. Nous, on a fait le choix de limiter à 8 personnes, parce que c'est ce qu'on se trouvait le plus sain, du coup, un manager pour 8 designers. Et de l'autre côté, côté transverse, on a 2 staffs par domaine d'expertise. Alors ça m'amène une super transition sur nos plans de carrière. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le métier de staff. C'est quelque chose qui est encore aujourd'hui peu répandu en France. En fait, habituellement, quand on est designer et qu'on veut évoluer dans sa carrière, assez naturellement, on va devenir manager. C'est plutôt un schéma classique qu'on retrouve. Nous, chez Decathlon, on a fait le choix, au moment d'évoluer, de créer cet embranchement que vous pouvez voir. Au moment de choisir, en fait, vous pouvez ou vous orienter vers du management, et donc vous tourner vers l'humain, ou vous orienter vers un rôle de staff, et plutôt vous tourner vers l'expertise, en fait. Ça veut dire que vous allez rentrer un peu plus profondément dans un métier ou dans un domaine, et devenir très pointu et très expert sur ce sujet-là. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est le même niveau hiérarchique. C'est les mêmes grilles de salaire, c'est tout pareil. C'est vraiment en fait un choix de carrière à un moment crucial en fait de son évolution. Alors maintenant, je vais vous parler du recrutement, le fameux sujet, le nerf de la guerre. On s'est donné comme objectif chez Decat d'avoir une balance entre 70-30, 70% de designers internes, 30% d'externes. Donc en fait, ça veut dire qu'il fallait qu'on recrute, et qu'on recrute beaucoup. Pour l'anecdote, l'année dernière, avec Thomas, on a fait passer plus de 250 entretiens. Donc c'est énorme. Et à savoir aussi que sur ces 250 profils, on n'en a gardé que 10%. Ça veut dire qu'on a été extrêmement sélectif, et ça c'est très très important. On veut scaler vite, par contre on veut le faire de façon responsable et pérenne pour le futur en fait. Alors ces recrutements, on les a concentrés en priorité sur les managers, et c'était très difficile parce que c'est des profils rares et compliqués à recruter aujourd'hui. Aujourd'hui encore, chez Decat, pour être honnête, il y a des équipes qui n'ont pas de manager. Et donc par intérim, ça va être des staffs comme moi qui vont animer certaines équipes. On sait que c'est pas idéal et que c'est pas du tout comme ça qu'on aimerait que ça fonctionne, mais c'est le temps de recruter la bonne personne qui correspondra sur ce poste-là. Ensuite, en termes de compétences, on s'est concentré plutôt du coup sur du product design avec un gros focus sur les soft skills, c'est très très important. Et la passion du sport, mais ça on ne l'a pas écrit dans les slides. Et enfin, ce qu'on a fait aussi, c'est des cas d'études. Notre objectif là derrière, c'était, quand on recrute les personnes, de les placer au bon endroit sur le schéma que je vous montrais précédemment dans le plan de carrière. Et du coup, de créer une cohérence et de s'assurer que tout le monde est bien à l'endroit qui lui correspond. Donc on a recruté nos perles rares. Maintenant, ce qui est surtout très très important, c'est de les garder et de les faire grandir chez Decat. Donc on a mis en place un onboarding qui est global, qui est local avec les managers, transverse avec les staffs. On a écrit ensemble des fiches de responsabilité. Donc chacun les responsabilités par rapport à un PM, par rapport à un tech, etc. On a écrit des plans de formation pour permettre aux gens d'évoluer, pour permettre aux gens de monter en compétences, et d'accompagnement, donc d'accompagnement plutôt au changement. Par exemple, on a des designers de produits physiques qui ont envie de basculer sur le digital. Et ça, c'est super, c'est très riche. Donc on a imaginé aussi ces changements de carrière et pour leur permettre d'évoluer aussi de notre côté. Et le dernier point, qui est très très important, c'est que tout ça, on ne l'a pas fait tout seul et on ne l'a pas fait en chambre. On l'a bien fait avec le Product Ops, avec la tech. Et c'était essentiel en fait que ce soit coopté par tout le monde pour que ça fonctionne. Et même en fait plus globalement, si notre ambition c'était de construire une culture design qui dure dans le temps, on était obligé de le faire tous ensemble. Et ça me permet une transition, du coup je te laisse expliquer Thomas ce que j'entends par culture design. Alors la culture design, c'est un sujet vraiment qui est extrêmement important pour nous parce qu'il est très très complexe en fait. On était en train de scaler, donc il y avait deux façons de voir les choses. Soit avec les staffs, les managers, les seniors,
On commençait à créer des référentiels communs et on les poussait aux équipes et on disait aux équipes, bon, on veut créer des expériences homogènes, donc vous prenez ces référentiels et il va falloir rentrer dedans. Ce n'est pas notre vision du design chez Decathlon, ce n'est pas notre vision de la créativité. On a préféré prendre un autre chemin, se dire que tout simplement, on va construire avec les équipes, on va tester avec les équipes en premier lieu des choses qui peuvent marcher, des initiatives qui avaient été menées par les équipes. Et après, si ça fonctionne bien, on fait ça comme un référentiel et on donne la possibilité aux équipes de le faire ou pas. C'est un choix qui est très très important, c'est-à-dire qu'on a mené à accompagner vers l'excellence, mais on n'a pas imposé une culture design. Et concrètement, ça veut dire que sur des sujets qui étaient très prioritaires, on a testé, on a regardé, on a pris ce qui fonctionnait bien dans certaines équipes, et après on l'a mis à disposition. Par contre, on a beaucoup passé de temps à storyteller. Par exemple, on a mis en place des communautés de pratique où, côté Research Ops, Design Ops et Design System, tous les 15 jours, vous aviez un point et on pouvait montrer les dernières choses qui étaient faites au niveau des équipes, etc. Montrer ce qui fonctionnait bien, challenger les équipes sur des sujets sans imposer. On était là vraiment en soutien pour accompagner au niveau de l'excellence. On peut se dire, c'est une vue de l'esprit, ça ne va pas fonctionner, etc. On s'est rendu compte chez nous que finalement l'adhésion était forte. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quand une équipe développait une partie, par exemple faisait bien de la discovery du delivery avec le produit, on faisait du storytelling, on le présentait à d'autres équipes et ça prenait très très vite. Et d'autres équipes qui avaient un contexte différent reprenaient ces éléments-là et en fait le poussaient après plus globalement à d'autres équipes. Donc on s'est concentré sur ces priorités pour nous qui étaient la discovery et le delivery produit, tu l'as très bien dit, c'est un élément qui est essentiel, quel est le rôle du designer sur ces sujets-là et comment il travaille main dans la main avec le PM et la tech. Les rituels, pour nous c'était extrêmement important aussi d'avoir des rituels qui étaient à peu près conformes entre les équipes et notamment du lien entre les équipes. Les managers, je vais le montrer après, les managers avaient vraiment des liens avec les staffs, avaient des liens avec les seniors de manière plus globale. C'était important d'avoir une cohésion pour s'assurer qu'on ait une homogénéité à terme. Les communautés de pratique, j'en ai parlé. Le déploiement du design system à l'échelle, ça c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont mis en place un super système côté design system. En fait, c'est un système de scorecard où chaque équipe va remplir cette scorecard pour montrer son niveau entre guillemets d'intégration du design system, c'est côté dev et côté tech. Et après, en fonction de ça, on va tout simplement déployer différemment. C'est-à-dire qu'une équipe qui est niveau 4 ou niveau 1 dans son intégration du design system, on va déployer, l'accompagner différemment et pas peut-être mettre les mêmes ressources pour y arriver. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très contextualisé pour que ça fonctionne bien. Et enfin, on a mesuré en permanence, comme je le disais, on a mesuré, on a accompagné au maximum pour y arriver. Donc on s'est concentré sur ça, sur le design et le research ops, c'était vraiment la priorité pour arriver à gérer ce scale. Si je vous montre l'exemple des rituels, par exemple, voilà, on aimerait vous montrer plein de choses, mais on ne peut pas malheureusement. Donc là, c'est typiquement les rituels qu'on peut avoir chez Decathlon. Et ces rituels, ils ne sont pas, encore une fois, imposés à toutes les équipes. Les équipes vont récupérer ce qu'elles ont à récupérer en fonction de leur contexte. Par contre, on essaie de s'assurer qu'il y a des synchronisations quand même au minimum entre les équipes, entre les experts et les managers, pour assurer une cohérence. Et après, en fonction de la maturité d'une équipe ou pas, si vous êtes 2 ou si vous êtes 8, les team meetings ou les rétros, les team building, etc., ça ne va pas avoir la même tournure et la même tête. Donc on s'adapte. Mais on a cette trame commune qu'on laisse à la disposition après des équipes. Et ce qui a été très très important pour nous, c'est le rôle clé du manager. Alors on peut appeler ça lead en fonction de l'entreprise où on se trouve. Le manager, c'est lui qui est au cœur. C'est lui qui est au cœur de ce qui se passe entre le produit, le design et la tech. C'est lui qui va déployer sa vision localement, qui va vérifier que ses OKR fonctionnent bien au niveau de son équipe. Et c'est lui qui va nous faire des retours aussi du terrain. Donc il a travaillé étroitement en fait, avec les experts dans leur domaine pour s'assurer qu'il y ait une cohérence, pour s'assurer qu'on avait la bonne vision. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et ça nous permettait d'avoir les remontées du terrain, les remontées aussi du produit, et de mieux travailler en symbiose entre le produit, la tech et le design. Alors maintenant, je pense que la question que tout le monde attend, c'est est-ce qu'on est arrivé à faire ce marathon en 3h30 ? Vous venez de le lire, non, c'est plutôt 4 heures. Non, on est quand même très très contents. Chez Decat, on dit qu'on fête toutes les victoires et même les petites. Bon, alors du coup, là où on en est aujourd'hui, donc on a installé cette organisation dont on vous parlait, à la fois au cœur et en transverse. On est à 120 designers, 7 managers, 8 staff. On a bien cette vision qui est déployée globalement. La culture commune avec le product, avec la tech. Et on a des métriques. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte qu'elles s'améliorent, donc on en est ravis. Ensuite, côté design system, on estime que là, sur la fin de l'année, on sera à 50% de déploiement sur les produits qui sont prioritaires. Donc honnêtement, c'est quand même un constat qui est très satisfaisant pour nous et on se voit avancer. Maintenant, ce qu'on pensait quand même aussi important de vous partager, c'est les difficultés qu'on rencontre et qu'on a rencontrées, parce que c'est important pour vous donner aussi des éléments. J'ai commencé à l'aborder, mais le recrutement,
de product design et l'internalisation, c'est compliqué. On a des difficultés à trouver les profils qui nous correspondent. Et ce qu'on s'était donné comme ambition dont je vous parlais, le fameux 70-30, il n'est pas atteint pour l'instant aujourd'hui. Donc petit à petit, on y arrive, mais ça prend beaucoup de temps. Un autre point dont, par contre, je ne vous ai pas du tout parlé, c'est le fait de coopérer à l'international. En introduction, je vous le disais, on est présent dans 70 pays. Et mine de rien, la barrière de la langue, elle est quand même encore présente. Donc pour ça, on a des plans de formation pour faire monter tout le monde en compétences. Mais encore une fois, il nous faut du temps et on va y arriver petit à petit. L'autre difficulté, c'est une maturité hétérogène des produits. Donc par exemple, quand on parle de se mesurer, chez nous, les produits ne se mesurent pas de la même manière ou ne mesurent pas les mêmes choses. Et ça, du coup, pour notre vision globale, c'est une difficulté en fait. C'est encore hétérogène. Et le dernier point, c'est le fait que tout ce déploiement et tout cet accompagnement, ce soit très chronophage. Et donc, c'est un peu le nerf de la guerre de renforcer les équipes, en fait. Donc, voilà où on en est. Voilà la synthèse de tout ce qu'on a pu mettre en place. Et si maintenant, on devait donner un conseil à des gens qui se lancent. Ouais, vous l'aurez compris, on n'a pas imposé nos process, donc on ne va pas vous dire il faut travailler comme ça. Par contre, on va vous donner des conseils si vous êtes en train de scaler. Je pense que c'est extrêmement important, ça peut vous aider. Le premier, c'est de fixer cette vision. C'est fait dans chaque produit. Aujourd'hui, quand on met en place un produit, normalement, on doit avoir une vision en lien avec ce produit. Et nous, on a fait pareil, juste au niveau de l'organisation de design, tout simplement. Après, il faut anticiper l'organisation. Il faut vraiment que cette notion d'être global et transverse, c'est quelque chose d'essentiel si vous scalez. Et si vous ne le faites pas, très rapidement, ce sera quasiment impossible de diffuser une culture de design et d'y arriver. Prioriser les sujets majeurs. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à ce moment-là, notamment au niveau de la culture. Aller à l'essentiel. Nous, ce qu'on a fait, c'est que très rapidement, on a sorti des MVP de ces différents éléments, comme les rituels, etc. Et après, on l'a fait évoluer à travers des rétros de manière un peu plus globale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, l'un des facteurs qui était très important, c'est d'accompagner au niveau du déploiement. Au début, on n'a pas forcément accompagné les équipes dans le déploiement de certains éléments. On s'est rendu compte que c'était un échec. Donc, on a préféré avoir des ressources dédiées pour accompagner le déploiement. C'est vraiment un facteur de réussite qui est très, très important pour y arriver. Enfin, mesurer et itérer et changer en permanence. Vraiment, les priorités qu'on a pu vous montrer, elles ont beaucoup, beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Donc, n'hésitez pas à mesurer et mesurer aussi pour prouver l'impact du design. Il n'y a rien de plus facile de travailler le produit et la tech quand on prouve que ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'expérience a un impact sur le business et le panier moyen, par exemple, en e-commerce. Tout est beaucoup plus simple derrière. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à prouver les choses et prouver que le design a de l'impact dans la stratégie de l'entreprise. Et enfin, on voudrait finir, juste s'il y avait juste une chose qu'on aimerait que vous reteniez. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans le design. Le métier a beaucoup, beaucoup évolué en 15 ans. Je me souviens de l'époque où je faisais du design thinking, et puis après, on présentait un concept, un proto, ça partait dans l'entreprise, et puis on ne revoyait jamais ce concept-là où c'était complètement modifié. Aujourd'hui, on commence à être au cœur de la stratégie des entreprises. Par contre, on nous attend, du coup. On nous attend vraiment pour prouver notre impact. Et on voit beaucoup trop aujourd'hui sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, des femmes et des hommes providentiels ou des outils providentiels qui vont permettre d'y arriver. La réalité, c'est qu'il faut se structurer. Il faut avoir cette vision, cette organisation, et après, c'est une aventure humaine et collective pour y arriver. C'est vraiment comme ça qu'on a conçu les choses, et on pense que ça peut fonctionner pour n'importe quelle entreprise. Après, chaque entreprise est différente, mais si on a cette vision-là, on peut y arriver. Du coup, pour finir, on voudrait vraiment remercier l'ensemble des équipes de Decathlon. Il y a eu plus de 150 designers qui ont participé à ça, qui ont conçu tout cela. Donc, on les remercie énormément et on pense à eux. Et merci aussi aux équipes Produits et Tech, parce que sans les équipes Produits et Tech, sans nous avoir intégrés dans leur organisation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et merci aussi, je te vole la parole, à toi Thomas, parce que vous ne le savez peut-être pas en fait, mais Thomas a quitté récemment Decathlon. Et on accueille aujourd'hui notre nouveau VP Design qui prend la suite. Et au nom de toute l'équipe, je voulais te remercier parce que tu lui laisses des bases solides et saines pour avancer avec une équipe structurée. Donc merci à toi Thomas. Et je voulais aussi signaler à Accor qu'ils sont très chanceux. Voilà. Merci infiniment. Merci.